Pasteur Eric, un dialogue inclusif, selon vous, ça impliquerait réellement qui et pourquoi? Pas selon nous, mais selon... selon le pacte social. Non, j'en viens. Pas seulement selon nous. Je dois juste enrichir en disant, contrairement au début de l'année 2025, où nous étions presque les seuls à promouvoir l'idée d'un dialogue national inclusif, aujourd'hui, c'est un narratif qui a pris place à tous les niveaux et à tous les mécanismes internationaux. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit dans l'accord de Washington, c'est-à-dire dans la suite du processus de Washington comme celui d'Idoha, c'est aujourd'hui accepté comme un consensus international et même un consensus national. Et donc, que cela apparaisse clairement dans la rhétorique ou dans la narration du président Tshisekedi, c'est déjà une évolution. Donc ici, je voudrais juste qu'on comprenne, ce n'est pas une demande expresse des églises qui est un dialogue inclusif, c'est un consensus national et international. Et puisque vous demandez quelle est la compréhension, pour nous, c'est avec tous les acteurs concernés ou impliqués dans les conflits. Dont ceux qui ont pris les armes. Dont ceux qui ont, ça on l'a dit, c'est pourquoi nous sommes allés à Goma dès les débuts, parce que nous avons reconnu la responsabilité de ceux qui ont pris les armes, et tous les autres acteurs qui n'avaient pas pris les armes, nous les avons vus. Donc pour nous, l'inclusivité doit être le mécanisme qui arrive à résoudre les conflits. Mais est-ce que ça ne serait pas un mauvais exemple en se disant, puisque vous avez, pour avoir droit au chapitre et donc droit à la table du dialogue, prenez les armes? La question, c'est plutôt, à mon sens, comment ferions-nous pour arrêter la répétition des conflits armés au Congo? Oui, mais les dialogues précédents qui ont été organisés à la suite de conflits armés n'ont pas découragé les autres à prendre des armes. Par exemple, ceux qui ont pris les armes aujourd'hui. Le dialogue le plus important qu'on a eu dans l'histoire de notre pays, sans vouloir le rappeler, c'est celui de 2001 à 2024, Santiti. Et vous savez qu'à la suite de ces dialogues, il avait été mis en place des mécanismes de justice transitionnelle, notamment la commission Vérité et Réconciliation. J'entends souvent ces débats quand les gens estiment que les dialogues n'ont jamais résolu les conflits. C'est faux. Dans l'histoire des conflits au monde, même quand nous évoquons la question de justice transitionnelle, c'est un mécanisme post-conflit. Le problème, c'est quand il y a cessation des hostilités, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour garantir la non-répétition des conflits? Mais il y a la Constitution, il y a les élections. La Constitution, les élections ne sont pas des mécanismes. Ça, ce sont des fondements existentiels d'un État. Mais je parle dans l'histoire des conflits, nous avons des exemples concrets, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Côte d'Ivoire ici, même si le contexte n'est pas le même, pour ne pas vouloir citer les Rwandais, qui a aussi connu des conflits armés. Donc, dans le cas du Congo, parce que vous avez posé la question, pourquoi les dialogues n'ont pas résolu, la faiblesse, c'est pas les dialogues. Le dialogue est un cadre. Le dialogue est un mécanisme. La question, c'est comment nous assurons la continuation de mécanismes post-conflit. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas reprocher au dialogue de ne pas avoir résolu un conflit armé si les mécanismes mis en place pour garantir la non-répétition n'ont pas été consensuellement acceptés, n'ont pas été efficacement suivis par l'accompagnement international et n'ont pas bénéficié d'une appropriation nationale. Donc, au lieu de faire les procès au dialogue, il faut plutôt interroger la volonté collective dans l'efficacité de mécanismes post-conflit. Et si aujourd'hui, si vous le permettez, nous proposons l'initiative du pacte social. C'est pourquoi nous parlons du pacte social. Et mon collègue l'a dit, nous considérons le dialogue politique comme une des étapes, pas comme la solution, comme la finalité. Lorsque vous pensez que le dialogue politique est une finalité, alors nous allons nous arrêter sur le partage des postes, nous allons nous arrêter sur les consentements des belligérants. Mais lorsque vous faites les processus tels que nous l'avons proposé, c'est-à-dire nous dépassons le dialogue politique par d'autres mécanismes d'accompagnement des résolutions. Oui, mais la Constitution encadre tout ça. La Constitution ne règle pas les questions des conflits armés.
La Constitution pose l'agencement du pouvoir politique, encadre. On peut dire que ça règle parce que la Constitution interdit les recours aux armes. Mais justement, vous faites, la Constitution, c'est la loi. La loi donne ce qui doit être. Mais un conflit est un fait qui apparaît, un phénomène dans la société. Je ne suis pas en train de dire que la Constitution ne prévoit pas le mécanisme d'éviter les conflits. D'ailleurs, elle proscrit les recours aux armes pour accéder au pouvoir. Mais ici, moi, je vois dans l'approche de l'analyse du conflit. Nous sommes déjà devant une situation de fait. Le conflit est là. La question, est-ce que c'est par les mécanismes constitutionnels qu'on pourra arrêter les conflits armés? Vous et moi, nous savons, non. Sinon, on ne parlerait pas de dialogue. Le fait même de parler du dialogue, c'est un recours extra-constitutionnel et même extra-institutionnel parce que la situation qui est là n'est pas gérée par le mécanisme constitutionnel. Monseigneur Donatien Cholet,